Je m'appelle Victoria Reyes, et j'avais 32 ans, la nuit où toute ma famille a blêmi lors d'une fête que j'organisais moi-même. Tout commence 7 ans plus tôt, lors d'un dîner du dimanche à Bilbao. Mes parents ont littéralement livré mon petit ami à ma sœur, comme on fait passer un plat autour d'une table. Ils ont décrété quelle était la meilleure option, car elle avait une vraie carrière. Moi, je possédais une table de mixage, et une bonne oreille. Mais pour eux, c'était exactement comme si je n'avais rien. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai simplement commencé à faire mes valises. Aucun d'entre eux ne savait avec qui j'allais réapparaître, 5 ans plus tard. Ils ignoraient aussi ce qu'une chanson, gribouillée sur un papier jauni, provoquerait dans une salle qu'ils ne pourraient plus jamais fouler, sans savoir qui l'avait construite. J'avais 25 ans, et je travaillais de nuit, dans un petit studio d'enregistrement. J'étais doué dans mon domaine. Mon patron disait souvent que j'avais la meilleure oreille qu'il ait embauchée depuis une décennie. Ma famille, elle, appelait ça ma phase. C'était le mot favori de ma mère, Carmen. Elle le prononçait avec le même ton que d'autres emploieraient pour parler d'une grippe. Mon père, Gonzalo, me regardait comme on observe un gamin qui n'a pas encore choisi son futur métier. Puis, il tournait la tête vers ma sœur, et son visage s'illuminait. Raquel était pharmacienne. Un salaire fixe, une blouse blanche, et des diplômes derrière son nom. Ces titres signifiaient que l'on était quelqu'un de respectable. Pour eux, une carrière n'était pas une passion, c'était une muraille, solidement érigée entre soi et le désastre. Les dîners du dimanche étaient obligatoires, et les places ne changeaient jamais. Mon père siégeait en bout de table, ma mère à sa droite, et Raquel juste à côté d'elle. Et moi, chaque semaine, j'étais relégué à l'extrémité la plus éloignée. J'occupais la chaise la plus proche de la cuisine, celle de la personne qui devait se lever pour remplir la salière, sans que personne ne la remercie. Je fréquentais Bruno depuis 3 ans. Il changeait d'emploi, comme d'autres changent de playlist musicale. Mais il était chaleureux, et dans les bons moments, il me disait que mon travail sonnait comme la pluie. Ma famille, en revanche, n'y voyait qu'un homme précaire, à 2 doigts de finir par dormir dans sa voiture au moindre coup dur. C'est alors que ma mère a commencé à manœuvrer. Un homme se doit de ramener de l'argent, Victoria. Quelques semaines plus tard, Bruno s'est mis en tête de postuler à cet emploi, dans l'hôpital de Raquel. Il a commencé à s'attarder après les repas, à se resservir à table, et à regarder ma sœur comme un homme frigorifié fixerait un feu de cheminée. Je croyais naïvement, que 3 années passées à aimer quelqu'un vous donnaient un droit de vote sur votre propre vie. Mais dans ma famille, il n'y avait pas de vote. Tout a basculé un dimanche. Mon père a posé sa fourchette. Nous avons discuté, a-t-il annoncé. Et m'a tout de suite fait comprendre que je n'étais pas incluse dans l'équation. Un homme de ton âge doit penser à la stabilité. Ensuite, il a regardé Raquel, puis son regard est revenu sur Bruno, et la phrase s'est complétée d'elle-même. Raquel avait une situation. Elle était établie, et solide. Ma mère est intervenue, douce comme une lame qui s'enfonce lentement. Nous pensons que vous deux, cela a beaucoup plus de sens. Victoria se cherche encore. Bruno n'a pas protesté. Il a baissé les yeux vers son assiette, et mon père a prononcé la phrase que j'allais porter en moi, comme un fardeau, pendant 7 ans, elle est un meilleur choix. Elle a une vraie carrière. Personne ne m'a demandé de quitter la pièce. Ils ont simplement continué à parler, comme si je n'étais plus assise à cette table. Je dois maintenant vous parler d'Elias Bravo, car c'est lui qui compte le plus dans cette histoire. Elias a débarqué au studio, il y a 7 ans. C'était un compositeur fauché, doté de cette insouciance joyeuse que l'on ne possède qu'à 26 ans. Une nuit, vers 2 heures du matin, alors que nous mixions une chanson que personne ne nous avait commandée, il s'est arrêté et m'a regardé. Ton oreille est un don, tu sais? La plupart des ingénieurs écoutent simplement le son. Toi, tu écoutes ce que la chanson essaie d'exprimer. Personne n'avait jamais utilisé le mot « don » pour qualifier ce que je faisais. Ma famille parlait d'une passade. Elias, lui, l'a appelé un don. Nous n'étions que des amis à l'époque, mais il a été le premier à observer ma passion, et à y voir quelque chose qui méritait le respect. Je l'ai invité à dîner, un dimanche. Ma mère l'a placé à côté de moi, et s'est montrée aimable le temps de la salade. Puis, elle lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie. Elias a répondu qu'il était musicien, et qu'il essayait de percer.
J'ai alors vu le visage de ma mère se fermer d'un coup, comme la devanture d'un magasin à la tombée de la nuit. Au moment du dessert, en passant près de lui pour débarrasser les assiettes, elle lui a glissé doucement, « Les gens comme vous n'ont pas leur place à cette table. » Mon père lui a aussitôt demandé de partir. Elias s'est levé et s'en est allé sans un mot, avec la dignité propre aux personnes fières. Il a cessé de répondre à mes messages ce mois-là, et a fini par disparaître de Bilbao. J'ai passé des années à croire que j'avais perdu un bon ami, par simple négligence de ma part. En réalité, ma famille l'avait chassé en silence. L'annonce des fiançailles est arrivée via une photo de groupe, exhibant la bague de Raquel, accompagnée d'une avalanche d'émojis en forme de cœur. Au moment où je l'ai reçue, l'homme que j'avais aimé s'était déjà éloigné de moi, un dimanche après l'autre. Ce qui m'a détruite, ce n'était pas de perdre Bruno. C'était la lucidité foudroyante de la situation. Il n'avait pas choisi Raquel parce qu'elle était plus gentille. Il l'avait choisie, car sa carrière tenait sur un badge professionnel, contrairement à la mienne. À leurs yeux, j'étais un mauvais investissement, dont ils avaient discrètement retiré les fonds. Ma mère a appelé, 2 jours plus tard. « J'espère que tu sauras te réjouir pour ta sœur », a-t-elle osé dire. Je n'en étais pas capable. Cet appel a scellé ma décision. J'ai posé ma démission, et j'ai annoncé à ma famille que je partais m'installer à Madrid. Ma mère a posé sa tasse de café et a ri. Pas avec cruauté, ce qui aurait été excusable, mais avec une patience condescendante. « À Madrid ?» a-t-elle demandé. « Et avec quoi ? Avec ton don ?» Le mot est sorti de sa bouche, lourd de guillemets invisibles. Puis, elle a prononcé la phrase qui allait résonner dans ma tête, durant les 5 années suivantes. « Tu reviendras. Les gens comme toi reviennent toujours. » Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par « les gens comme moi ». Les gens qui courent après des sensations, au lieu de s'en tenir aux faits, a-t-elle répondu. Ceux qui croient que désirer fortement une chose, équivaut à la mériter. L'espace d'une seconde, j'ai lu une émotion sincère sur son visage, quelque chose qui ressemblait à de la peur. J'ai presque failli la comprendre. Puis, elle a repris son café. J'ai fait mes bagages. 2 simples sacs, et mes enceintes de monitoring, le seul équipement pour lequel j'avais vraiment dépensé de l'argent. J'ai quitté Bilbao par un mardi grisâtre, et je n'y suis jamais retourné. À Madrid, j'ai loué la moitié d'un garage à un homme nommé Dario, qui restaurait des motos dans l'espace restant. J'ai accepté toutes les missions qui se présentaient, et je n'ai dormi que 5 heures par nuit, pendant près d'1 an. Pour la première fois de ma vie, la seule personne qui évaluait ma valeur, c'était moi-même. Et je me suis révélé être un juge bien plus juste, que ma propre mère. Je l'ai retrouvé lors d'un concert, dans une petite salle de quartier, 18 mois après mon arrivée. Un garçon est monté sur scène avec une guitare, et a commencé à jouer. J'ai reconnu le timbre de sa voix, avant même d'identifier son visage. C'était Elias. Plus mature, plus aminci, et incroyablement talentueux. Je l'ai coincé près du bar. Bilbao, a-t-il fini par souffler, comme s'il s'agissait d'un mot de passe secret. Nous avons parlé, jusqu'à ce que les gérants éteignent les lumières. Il vivait à Madrid depuis près de 3 ans, sans parvenir à décoller. Il possédait les chansons, mais n'avait pas la machine derrière lui. En confrontant nos souvenirs, nous avons reconstitué les pièces du puzzle, le dîner, ma place à côté du four, et la phrase assassine de ma mère. Nous l'avions tous les deux portée en nous pendant des années, cette phrase exacte, mot pour mot. 2 personnes que la même famille avait expulsées, réunies dans la même ville, toutes 2 encore debout. Nous avons commencé à travailler ensemble. Il apportait ses mélodies, je prêtais mon oreille. Un soir, il a extrait une feuille de papier, pliée et jaunie, de son étui à guitare. « Los Descartado, les rejetés », a-t-il annoncé. Je l'ai écrite la semaine où ta famille m'a mis à la porte. Je l'ai lu attentivement. Le texte n'était pas amer. C'était un hymne qui racontait ce que l'on ressent quand on est mis de côté, et la force de s'affirmer malgré tout. Et là, dans le coin inférieur, tracé avec une encre différente, et une écriture que j'aurais reconnue les yeux fermés, figuraient 5 mots qui m'ont retourné l'estomac, « Trouve-toi un vrai travail ». Mon père s'était emparé des paroles d'Elias ce fameux soir-là, et avait gribouillé son verdict dans la marge, avant de les lui rendre, comme un professeur remettrait une copie corrigée. Elias avait précieusement conservé cette feuille pendant 7 ans. Non pas pour entretenir sa blessure, m'a-t-il avoué, mais pour ne jamais oublier le bruit que fait le mépris,
et être capable de l'identifier à l'avenir. J'ai tenu ce bout de papier entre mes mains, et j'ai entendu la version finale résonner dans ma tête. C'est ça, lui ai-je dit. C'est exactement ça. Nous avons officialisé notre association un jeudi, dans une étude de notaire qui sentait le café brûlé. Los Descartado Musica S.A.R.L. 2 associés, à parts égales, 50% chacun. 2 signatures au bas d'une page, la mienne et celle d'Elias, sur un strict pied d'égalité. Mon nom, celui-là même que ma mère inscrivait sur un vulgaire marque-place plié en 2, signifiait cette fois que je possédais quelque chose de tangible. Pas juste un siège à table. De retour au garage, Elias a scotché l'ancien texte sur le mur, juste au-dessus de la table de mixage. Pour que nous n'oublions jamais ceux qui nous ont jugés incapables, a-t-il déclaré. Nous avions bâti quelque chose de réel, de légal, qui nous appartenait totalement, à partir des cendres de ce que 2 autres personnes avaient jeté à la poubelle. Los Descartado a connu une croissance fulgurante. Dès notre 3e année, nous disposions d'un catalogue solide, de notre propre studio, et d'employés payés rubis sur l'ongle. Je travaillais 18 heures par jour, car je savais que si je me rendais indispensable, personne ne pourrait jamais décider que je n'étais pas à ma place. C'est cela, l'héritage que ma famille a laissé en moi. Pas de la tristesse, mais un moteur brûlant, impossible à éteindre. Les nouvelles de Bilbao me parvenaient par bribes. Le mariage de Raquel et Bruno prenait l'eau. Pour couronner le tout, Bruno avait quitté son emploi stable, pour monter une agence de management artistique. Il galérait, poursuivant exactement le même rêve pour lequel ma famille m'avait autrefois condamné. Sauf qu'il le faisait avec 10 ans de retard. Pour notre 5e anniversaire, nous avons organisé un grand gala. Un showcase complet, en présence de la presse et des acteurs du secteur, dans un vieux théâtre majestueux, en plein centre de Madrid. Elias devait clôturer la soirée avec Los Descartado, en jouant en direct pour la toute première fois. La chanson, celle qui avait tout déclenché, allait enfin rencontrer le public qu'elle méritait. Je n'avais pas la moindre idée, qu'une simple liste d'invités, sur laquelle j'avais jeté un coup d'œil distrait, allait réunir 4 personnes de Bilbao, dans la même pièce que l'œuvre de toute ma vie. Environ 6 semaines plus tôt, nous avions reçu une proposition du groupe Mora Artista, une agence inconnue au bataillon. Ma directrice des opérations, Marisol, l'avait identifié comme digne d'intérêt. Face à une candidature spontanée, je regarde toujours les mêmes éléments en premier. Les contrats d'artistes nous sont parvenus 2 jours plus tard. Leur commission représentait le double des standards de l'industrie. Ils s'appropriaient une part des droits d'édition, une ligne qu'un manager n'a absolument pas le droit de franchir. De plus, une clause sournoise permettait de récupérer des frais opaques sur les premiers revenus, sans que l'artiste n'envoie jamais le détail. C'était l'incarnation sur papier, de l'attitude de ma famille. Une main amicale posée sur votre épaule, pendant que l'autre vous vide les poches. Nous avons logiquement décliné. J'ai tout de même programmé une brève entrevue lors du gala, par courtoisie. J'étais à 1000 lieues de me douter, que je fixais un rendez-vous professionnel avec le mari de ma sœur. 3 jours avant l'événement, je me suis assise devant le plan de salle du théâtre, et je n'ai pu réprimer un sourire. C'était l'instrument exact que ma mère utilisait autrefois, pour me reléguer près du four chaque dimanche. Mais désormais, c'était moi qui tenais le stylo. Je décidai qui serait placé au premier rang. Elias a été placé en bout de table, à mes côtés. La table du groupe Mora, elle, a hérité d'une petite place en retrait, sur le côté. Ma mère maniait le stylo pour rabaisser les gens. Moi, je le tenais pour assembler un public bienveillant. 2 jours plus tard, une requête de dernière minute est arrivée de la part du groupe Mora, ils souhaitaient ajouter 3 invités supplémentaires, membres de leur famille et associés. J'ai validé la demande d'un simple clic, sans même prêter attention au nom. Quelque part à Bilbao, 3 personnes s'apprêtaient à prendre l'avion pour Madrid, persuadées d'accompagner leur gendre à un événement mondain. Aucune d'elles ne savait que ce label m'appartenait. Et surtout, aucune ne savait que l'homme qui clôturerait le spectacle, était le garçon que ma mère avait violemment chassé de notre table. Le soir du gala, ce vieux théâtre semblait tout droit sorti d'un rêve, bien loin de la vie que j'avais fui avec mes 2 valises. Une lumière tamisée et chaleureuse, un bar ouvert, et 300 invités triés sur le volet. J'ai revêtu une robe vert foncé et des chaussures plates, car cela faisait bien longtemps que j'avais arrêté de m'habiller pour impressionner quelqu'un d'autre que moi-même. À 20h tapantes, je me suis avancé vers le micro. Le présentateur m'a annoncé,
en utilisant les mots exacts que j'avais rédigés, veuillez accueillir chaleureusement la fondatrice de Los Descartado Musica, Victoria Reyes. Fondatrice. Ce mot résonnait encore avec puissance dans ma poitrine. J'ai prononcé un bref discours de bienvenue, j'ai raconté une anecdote sur la moto de notre ancien garage qui a déclenché des rires, puis je me suis mis en retrait. 4 personnes originaires de Bilbao sont arrivées en retard. Elles se sont faufilées dans la pénombre, convaincues d'assister à une opération de séduction de Bruno, envers une entreprise sans visage. Elles n'avaient jamais entendu prononcer mon nom au micro. J'ai découvert leur présence pendant le premier entracte. Je traversais tranquillement la salle, en répétant mentalement mon refus poli pour l'agence, lorsque je les ai aperçus. Mon père portait son beau costume sombre, celui qu'il réservait d'ordinaire pour les enterrements. Ma mère, parée de ses colliers de perles, inspectait la pièce avec un œil critique. Raquel paraissait vieillie, les traits tirés de fatigue. Quant à Bruno, il se levait promptement, la main tendue, arborant déjà son sourire commercial de fondateur. Puis, ses yeux ont croisé les miens, et son sourire s'est décomposé, par étapes successives. Je les ai observés tous les 4, faire le même calcul mental à la seconde près, et aboutir à la même conclusion impossible. Le visage de ma mère a pris une teinte cadavérique, qui n'avait rien à voir avec les jeux de lumière. Sa main s'est crispée, par réflexe, sur ses perles. Mon père s'est rassis lourdement, comme si ses rotules avaient soudainement démissionné. Raquel a laissé échapper un petit gémissement étouffé. Bruno, lui, ressemblait à un homme qui venait de percuter la réalité, il avait traversé tout le pays pour supplier son ex-petite amie, celle-là même qu'il avait lâchement abandonnée pour un titre professionnel, de bien vouloir sauver son entreprise en faillite. La prophétie de ma mère venait de s'inverser avec une ironie cruelle. Tu reviendras. Les gens comme toi reviennent toujours. C'étaient eux, qui étaient revenus vers moi. Je suis resté figé dans ma robe verte, parfaitement sereine, et j'ai laissé le silence accomplir le travail qu'elle ne m'avait jamais laissé faire à sa table. Ma mère a repris ses esprits la première. Elle y parvenait toujours. Elle s'est levée, les bras à demi ouverts, le visage entièrement recomposé pour afficher une chaleur de façade. « Victoria » a-t-elle murmuré. « Ma chérie, regarde-toi. Regarde tout ça. » Je n'ai pas reculé d'un pouce, mais je n'ai pas avancé non plus. Elle a dû replier ses bras le long de son corps, dans un geste maladroit, feignant de n'avoir jamais eu l'intention de me enlacer. Nous ne savions pas. Nous sommes si fiers de toi. Nous avons toujours cru en ton talent. Cette longue année venait de se dissoudre, balayée par sa propre réécriture de l'histoire. Tout était effacé. Je l'ai laissé terminer son numéro. Puis, avec le ton le plus posé de toute la soirée, j'ai répondu « Je suis contente de te voir. Tu es une invitée ici, maman. » Et c'est tout ce que cela représente, ce soir. Ce n'était pas cruel, c'était simplement vrai, et irrémédiable. Aussi définitif, que le claquement d'une porte qui se verrouille. Bruno m'a rattrapé 10 minutes plus tard. Sa voix était basse, et trahissait son urgence. Victoria, je te jure que je ne savais pas que c'était ton entreprise. Mais c'est une excellente nouvelle, non? C'est le destin. Toi et moi, nous nous sommes toujours compris. Il parlait exactement de la même manière, qu'un homme en train de se noyer. Je l'ai laissé finir sa phrase. Bruno, j'ai lu avec attention tes contrats d'artiste, ai-je lâché. La double commission, le pourcentage abusif sur l'édition, les frais fantômes que personne ne peut vérifier. Nous refusons catégoriquement. Los Descartado ne signe pas d'accord, qui traite les artistes de la manière dont j'ai été traité par le passé. J'ai vu qu'il accusait durement le coup de cette dernière phrase. Ce n'est pas personnel, ai-je ajouté. J'ai fermement maintenu la ligne de conduite sur laquelle mon entreprise s'était bâtie. Son accord a échoué, tout simplement parce qu'il méritait d'échouer. Les lumières se sont tamisées pour le numéro de clôture. Je me suis avancé vers le bord de la scène, d'où je pouvais observer à la fois les projecteurs, et la table des invités de Bilbao. Je voulais voir leurs expressions. Je n'en tire aucune fierté particulière, mais je ne ressens aucun regret non plus. Pour clôturer en beauté notre 5e anniversaire, a annoncé le présentateur, je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements le cofondateur de Los Descartado Musica, l'homme derrière la chanson qui a tout lancé, Elias Bravo. Le groupe a pris place, et Elias s'est avancé dans la lumière. La salle entière s'est levée, avant même qu'il n'ait joué la moindre note.
J'ai vu la main de ma mère chercher frénétiquement ses perles. J'ai vu le choc de la reconnaissance traverser son visage décomposé. Le musicien, le jeune garçon du dîner, celui qu'elle avait balayé d'un revers de main en débarrassant les assiettes, se tenait là, triomphant. C'était le cofondateur. C'est alors que le présentateur a ajouté l'ultime détail, celui qui a définitivement réduit leur soirée en cendres. Elias est également l'heureux mari de notre fondatrice. Son mari. Le mien. La bouche de mon père s'est ouverte, puis s'est refermée dans un silence de carpe. Rachel a plaqué ses deux mains sur ses lèvres. Et Elias, qui avait précieusement conservé ce texte pendant 7 ans pour ne pas oublier l'écho du mépris, contemplait désormais un théâtre bondé. Il présidait en bout de table, le type même de table dont on lui avait jadis ordonné de s'éloigner. Ma mère l'avait affirmé haut et fort, en empilant les assiettes sales. Les gens comme vous n'ont pas leur place à cette table. Eh bien, non seulement il n'était pas un simple convive à cette table, mais il la présidait. Et cette table s'était transformée en un théâtre plein à craquer, rempli de gens debout, qui avaient payé cher pour respirer le même air qu'un homme à qui ma famille avait jadis montré la porte de sortie. Ma mère m'a rejointe précipitamment, juste avant le début de la chanson. Cette fois, la chaleur feinte s'était totalement évaporée. Tu as fait ça exprès. Tu nous as laissé traverser le pays en avion, juste pour nous humilier. J'ignorais complètement votre venue, ai-je répondu sèchement. Vous êtes venu ici pour courtiser un label, sans vous douter qu'il m'appartenait. Ce n'est pas un piège, maman. C'est simplement la vérité qui vous rattrape. Ses yeux se sont rapidement embués, avec cette facilité déconcertante qui apparaît lorsque les larmes deviennent une arme de manipulation. Après tous les sacrifices que nous avons faits pour toi. Nous essayons seulement de te protéger. Me protéger de quoi, ai-je rétorqué. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucune réplique cinglante en réserve. Car la seule réponse honnête à cette question, venait d'entrer sous le feu des projecteurs, et de recevoir une standing ovation. Mon père, de son côté, gardait obstinément la tête baissée. Il n'était plus qu'un homme vieillissant, engoncé dans un costume de deuil, égaré au milieu d'une célébration qui ne le concernait en rien. Rachel a alors prononcé les seuls mots, qui m'ont prouvé qu'elle avait enfin saisi la réalité. Je suis vraiment désolé, Victoria. Pour beaucoup de choses. Je l'ai remercié pour ses excuses. Mais je ne lui ai pas dit, que cela effaçait le passé pour autant. Mon père a été le dernier membre à quitter les lieux. Il s'est approché de moi, et pour la toute première fois, il m'a regardé droit dans les yeux. Il paraissait terriblement vieux. C'est très impressionnant, l'empire que tu as bâti. J'aurais dû prendre la parole à l'époque, lors de ce fameux dîner. Tu aurais amplement pu le faire par la suite, ai-je répondu. À maintes reprises. Mais tu as choisi de te taire. Il a hoché la tête avec lenteur, encaissant tout le poids de ma remarque. C'était l'attitude qui se rapprochait le plus d'un pardon, de toute sa vie. Ce n'était pas suffisant, loin s'en faut. Pourtant, j'ai réussi à faire la paix avec ces deux réalités, au même instant. Il a tourné les talons. J'ai regardé la lourde porte se refermer derrière lui, et je me suis préparé à ressentir cette vieille douleur familière. Mais la petite fille craintive, assise près du four, celle qui espérait désespérément être choisie, ne s'est pas manifestée. Il ne restait autour de moi, que cette salle vibrante de chaleur. Elle était remplie de personnes que j'avais moi-même choisies, et qui m'avaient choisi en retour. Je me suis retourné, le cœur léger, et j'ai rejoint ma propre fête. Ensuite, Elias a entamé Los Descartados. J'ai définitivement arrêté de prêter attention à ma famille, et je me suis mise à écouter, car la musique le méritait amplement. Le morceau a commencé en douceur, porté uniquement par sa voix et sa guitare acoustique. C'était la mélodie exacte qu'il avait composée, la semaine de son humiliation. Puis, le groupe entier a pris le relais. Les instruments à cordes, ceux que j'avais imaginés et arrangés dans ma tête des années auparavant, au fond d'un garage humide, ont envahi tout l'espace du théâtre. Et soudain, 300 personnes, qui à un moment de leur existence avaient elles aussi été rejetées, se sont levées comme un seul homme. Elles ont entonné le refrain, avec la ferveur de ceux à qui il appartient. Car c'était le cas. Ce refrain leur avait toujours appartenu. C'était une chanson qui célébrait la résilience. Le fait de s'affirmer, et d'exister, juste après qu'on vous ait craché au visage que vous n'étiez pas à votre place. Il n'existe aucun public au monde, qui ne porte pas un petit fragment de cette blessure en lui.
Mon père avait griffonné 5 mots destructeurs, sur la partition de cette chanson, trouve-toi un vrai travail. Et voilà que ce vrai travail fédérait une salle entière, une salle pour laquelle il avait dû traverser le pays, en espérant y obtenir une place. Je n'ai eu besoin d'adresser aucune parole à ma famille. Je n'ai eu besoin d'aucun micro, d'aucun discours grandiloquent, ni de la moindre phrase vengeresse. La chanson a fait tout le travail à ma place. Cette vérité brute, que j'avais emportée de Bilbao dans 2 simples valises, s'est dressée et a fait du bruit par elle-même. En écoutant ce théâtre bondé reprendre en chœur un texte dont ma famille s'était ouvertement moquée, je me suis senti profondément apaisé. Purifié, à l'image d'un mixage complexe qui aurait enfin trouvé son parfait équilibre sonore. Elias m'a rejoint en bout de table, une fois les tout derniers invités partis. Eh bien, a-t-il soufflé avec un sourire, ils sont venus. En effet, ils sont venus, ai-je concédé. Sur la table reposait mon marque-place imprimé. Victoria Reyes, place d'honneur. Je l'ai pris entre mes doigts, le regard songeur, en repensant à un tout autre carton. De l'encre bleue étalée sur du papier plié, une chaise inconfortable coincée à côté du four, et une mère toute-puissante, qui décidait de la place de chacun. Mais ce carton-là, avait été imprimé par les soins de mon entreprise. Ce siège de présidence, c'était moi qui l'avais bâti de mes mains. Personne ne me l'avait gentiment attribué. J'avais inscrit mon nom tout en haut de l'affiche. Pas pour écraser qui que ce soit, mais parce que j'avais définitivement arrêté d'attendre qu'on m'invite, dans ma propre existence. Elias a posé sa main protectrice sur la mienne. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé doucement. « Oui », ai-je répondu avec certitude. « Vraiment bien. » Et c'était la pure vérité. Non pas parce que je les avais brillamment vaincus, mais parce que je n'en ressentais tout simplement plus le besoin. L'immense faille qui avait alimenté mes journées de travail de 18 heures, venait de se refermer d'un coup, le temps d'une seule chanson. Ce qu'il en restait se résumait à l'essentiel. Les signatures apposées un jeudi chez un notaire, une simple feuille de papier accrochée au mur d'un studio, un homme qui avait reconnu mon travail comme un véritable don, et une grande table, bâtie sur mesure pour être suffisamment vaste, afin d'accueillir tous ceux que le monde s'était permis de rejeter. Nous avons éteint les projecteurs nous-mêmes. C'était notre rituel, à chaque fois. Ma famille m'avait autrefois enseigné que la valeur était une chose que l'on devait vous accorder, comme une aumône. Qu'elle vous était distribuée à table, par le bon vouloir de la personne qui détenait le stylo. Mais il s'avère, en réalité, que vous avez le pouvoir de fabriquer votre propre table. Vous pouvez la rendre aussi large et accueillante que vous le souhaitez, et décider calmement, avec lucidité, de qui aura le privilège de s'y asseoir. Voilà quelle est mon histoire. Une vulgaire chaise près d'un fourneau, une chanson dont on s'est copieusement moqué, et un public qui, enfin, a su l'écouter. Si un jour, quelqu'un s'est permis de mesurer votre valeur à l'aune de votre salaire, et s'est lourdement trompé sur votre compte, que cette soirée soit votre déclic. Arrêtez de quémander la permission des autres, relevez la tête, et construisez votre propre table. Si ce récit a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager avec tous ceux qui en ont besoin. Laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve très vite, pour la prochaine histoire.